Dans le film précédent, nous avons remonté cette épave sur la plage. Quelques jours plus tard, nous l'avons à moitié découpée durant une première journée. Et le lendemain, on a fini le travail. Ce n'est qu'une première étape, car vous allez voir que Cameron n'en a toujours pas fini avec ce bateau. Découper un bateau sous un soleil de plomb, ça ne nous a pas calmés, loin de là. À 100 mètres de là, on a découvert un tas de bouteilles en plastique de 20 mètres de long. Du coup, on l'a ramassé. Mais étant donné que le sac était trop lourd à porter, on a demandé aux gardes-côtes de venir avec le tracteur et la remorque pour nous donner un coup de main. Il n'y a maintenant plus de bouteilles, mais sous l'action du soleil, le plastique s'est fragmenté en petits morceaux. Or, nous, on ne fait pas les choses à moitié. Donc pour retrouver un endroit vierge, nous avons tamisé 80 mètres carrés de sable avec une épuisette d'enfant. Du coup, on a gagné un tour de tracteur pour aller à la déchetterie. La dégradation du plastique en tout petits morceaux, sous l'effet du soleil, ça a dû faire réfléchir le commandant des gardes-côtes. Pour créer une station de garde-côtes, une entreprise a été missionnée pour couler cette grande plateforme en béton et pour construire dessus un bâtiment préfabriqué. Elle a donc apporté une montagne de différents profils en PVC destinés à construire de manière préfabriquée les murs, les portes, les fenêtres, les toits. Donc un bâtiment administratif tout en plastique. Or, dès la fin de la construction de la plateforme en béton, l'entreprise a fait faillite. La montagne de profils en PVC est donc restée en plan. Par conséquent, le groupe de garde-côtes a construit son campement actuel, composé de 3 maisons ici et 3 cabanes là, avec les profils PVC. Or, leurs 3 maisons sont bien plus modestes que le projet initial, donc, après construction de leur camp, il reste encore 80% de la montagne de profils en plastique. Mais leur dégradation en petits morceaux a commencé sous l'effet du soleil. Et il commence vraiment à y avoir des éclats de plastique partout. Du coup, pour sauver les profils encore utilisables et pour éviter un désastre écologique, les gardes-côtes se sont mis à trier les profils, puis à les ranger sous la plateforme de béton, à l'abri du soleil. Et tout ce qui ne rentrait pas sous la plateforme a été rangé contre, ici. Ça a duré 15 jours. On a dû remplir une quinzaine de remorques. On a passé 8 ans à construire World Explorer. Ça nous a pris 25 000 heures. Alors évidemment, on les a aidés à déplacer leur montagne de plastique. C'est loin de nous faire peur. Tous les 15 jours, les gardes-côtes font le tour de l'île avec leur bateau pour faire une présence militaire. C'est un tour qui fait 90 km et qui prend une journée. Très exceptionnellement, ils ont accepté de nous emmener avec eux. Le premier quart d'heure de navigation a été plutôt dur, car nous étions presque face au vent et donc presque face aux vagues. Au sud-est de l'île, nous arrivons dans une lagune qui pourrait être un parfait lieu de contrebande de cocaïne. L'entrée est délicate, car elle se fait dans 1 mètre d'eau, en évitant les patates de corail. Dans un premier temps, nous faisons le tour de la lagune côté est. Par rapport au nord de Tortuga, le contraste est total, car ici, c'est une végétation luxuriante. Nous sommes au milieu de la mangrove. Nous sommes maintenant dans la partie ouest de la lagune. Ça ressemble à un long canal étroit et nous fonçons à plus de 20 nœuds sur un miroir.
Entre la sortie de la lagune et l'extrême sud-ouest de Tortuga, la houle vient de l'arrière. Ça oblige les deux pilotes du bateau à être presque à fond pour ne pas se faire rattraper par les vagues. Pendant une demi-heure, j'ai une fois de plus volé en quasi-apesanteur. Hier, on a pu faire le tour de Tortuga avec les gardes-côtes car le vent d'est mollissait. Aujourd'hui, il n'y a presque pas de vent. C'est parfait pour faire un vol en drone. L'absence totale de vent ce week-end a pour conséquence une arrivée massive de vedettes à moteur. En plus de nous avoir cassé les oreilles pendant 2 jours, en partant ce matin, ils ont laissé tout leur détritus sur la plage. C'est affolant. Nous sommes dimanche 26 juin. Le cyclone Alex est en train de passer sur les Bermudes et ici, il n'y a plus de vent depuis 3 jours. Et le coucher de soleil est bien rouge ce soir, car il y a un peu d'humidité dans l'air. Plus de vent, humidité dans l'air. Ça y est, Cameron vient de réaliser. Il télécharge aussitôt cette carte et, au fur et à mesure qu'elle apparaît à l'écran, nous avons la confirmation de son intuition. Un cyclone arrive. Il télécharge aussitôt celle-là et nous comprenons que nous sommes exactement sur la trajectoire du cyclone. Une fois de plus, l'impossible est en train de se réaliser. C'est toujours comme ça en bateau. Depuis 1943, c'est du jamais vu. C'est une preuve supplémentaire du changement climatique. Normalement, le 26 juin, les éventuels cyclones sont au moins 500 km plus au nord. De plus, ils ont des petites trajectoires, à l'exemple de celui-ci ou de celui-là. Bref, l'impossible est en train de se réaliser. Il faut l'accepter, il faut réagir. Un cyclone, ça engendre du vent et de la houle. On ne peut pas se protéger du vent, mais on peut se protéger de la houle. On déplace donc le bateau de 400 mètres vers le nord-est afin d'avoir une parfaite protection contre la houle d'ouest qui va arriver. Ici, les vagues ne seront pas dangereuses. C'est pour cela que l'on se permet de n'avoir que 50 cm d'eau sous le bateau. Mais tout de même, on est sur de la vase molle. 50 cm sous le bateau, ça veut dire qu'on peut affronter des vagues d'1 mètre, car dans une vague d'1 mètre, le bateau ne monte et ne descend que de 50 cm par rapport au niveau moyen de la mer. Cameron est certain que nous n'aurons pas, ici, des vagues d'1 mètre grâce à la protection de l'île et de la barrière de corail, sauf si de l'autre côté de la barrière, la houle fait plus de 8 mètres, ce qui provoquerait une élévation de la mer de 4 mètres. Pour ne pas que le bateau bouge, pour ne pas qu'il s'échoue sur la barrière de corail,
Et pour qu'il soit toujours face au vent, donc face aux vagues, et comme le vent va tourner de 360 degrés, nous passons la moitié de la journée à faire un amarrage en X. Pour cela, nous utilisons nos 4 ancres et chaque ligne de mouillage est en Y. Nous utilisons toujours une seule branche du Y, car lorsque ce sera nécessaire de faire pivoter le bateau de 45 ou 90 degrés, il suffira de tendre la branche non utilisée de chaque Y et de détendre les branches actuellement utilisées. Dans la réalité, ça donne ça. Voici le Y côté nord. Cette corde-là part vers l'ancre. Cette branche-là vient dans le coin avant gauche du bateau. Et cette branche-ci vient vers le coin avant droit du bateau. Et chaque branche peut revenir à un winch. Et comme on a 3 winches, aucun problème. Ça, c'est le départ du Y côté sud. Pour réduire la prise au vent, la baume est posée sur le roof, la grand voile est sanglée sur la baume, les bastacs et la balancine sont ramenés le long du mât et les 3 paratonnerres sont en place. Il est 23h56, ça arrive. Le vent a déjà tourné de 50 degrés par le nord. Maintenant, il est 7h40 du matin. La houle et le vent ont encore tourné de 135 degrés pour être maintenant d'ouest. La barrière de corail nous protège parfaitement comme prévu. En photo ou en vidéo, ça ne rend rien car l'angle de prise de vue n'est pas suffisant. En fait, nous sommes dans l'œil du cyclone. Les nuages autour de nous sont circulaires. Ce sont des longs filaments qui s'enroulent dans le ciel vers un centre au-dessus de nos têtes. Et sur cette photo, on voit que la houle fait pareil. Le jour précédent, le jour du cyclone et les 2 jours suivants, un bateau de pêche a mouillé à côté de nous pour se protéger lui aussi. Après le cyclone, les pêcheurs ont dû attendre que la mer se calme pour repartir pêcher. Nous avons donc été leur dire bonjour et, comme ils manquaient d'occupation, nous leur avons proposé de nous donner un coup de main. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils ont accroché leur annexe derrière la nôtre et nous avons fait plusieurs voyages pour rapporter au campement des gardes-côtes les morceaux du bateau que nous avons découpés la semaine dernière. Il y a une équipe sur la plage où nous avons découpé le bateau et une autre équipe sur la plage des gardes-côtes. Durant le mois dernier, nous avons à plusieurs reprises nettoyé des plages et nous estimons que les déchets plastiques des pêcheurs représentent 30% de toute la pollution plastique. Des filets, des casiers, des bouées, des palangres. Malgré cela, ces pêcheurs-là, ils étaient heureux de nous aider, heureux que l'on ait découpé ce bateau, de participer à son évacuation, de retrouver une plage vierge. Après 2 heures d'effort, l'ensemble des morceaux de l'épave étaient transférés sur la plage des gardes-côtes. Étant donné que nous étions tous couverts de sable, d'algues et d'eau de mer, nous les avons invités à bord pour qu'ils nous prennent une douche, pour laver leurs vêtements et boire un coup. On leur a même fait un milkshake à la vanille. Pour nous remercier d'avoir pris soin de leur pays, ils nous ont offert un seau rempli de poissons. Mira, aquí estamos aquí en el yate del compadre Hernando, un francés amigo de nosotros. Andamos aquí, estamos en la Tortuga dando un paseo aquí con los muchachos aquí, está un pana aquí de Puerto La Cruz, está aquí Sandrito ahí el pana, está Andrés el cocinero de Don Picho, está Vito, el compañero Vito también aquí en Boca de Pozo, y aquí estamos aquí en el yate, un yate lindo del compadre Hernando, que estamos aquí un rato ahí vacilándolo aquí, ya nos llama una merengadita de leche con vainilla, ya nos llama un fresquito de pepsi-cola, más tarde le echamos una biel y estamos finos con el compadre aquí. Hay que hacer una broma que tenemos un recuerdo del compadre cuando no lo vuelvan a ver, pero tenemos un video para recordarlos toda la vida que lo acuerdan después.
Un video para Margarita, para la familia de nosotros. Ah, por tu familia. Ah. Ben, no sé qué decir. Muchas gracias por la ayuda de todo y muchas gracias por limpiar las playas. Sí. Porque Llama a gritar. Llama a gritar. y pienso que es muy importante de limpiar las playas porque poco a poco somos más y más en el mundo y entonces necesitamos Con la ayuda del... y poco a poco necesitamos más y más de comida por todo el mundo. Entonces pienso que el futuro, nuestro futuro, es la mar y es los pescados y las proteínas que hay en la mar. Las proteínas de los pescados y las proteínas del limón. Y entonces pienso que es muy importante de limpiar las playas y de hacer mucho cuidado a la mar, porque la mar, los océanos, están nuestro futuro. Ahí tiene, pues, un aplauso para el compadre aquí. Dès le lendemain matin, les gardes-côtes sont venus avec leur tracteur et la remorque et on a emmené tout ça à la déchetterie. Nous sommes sur une île déserte, il n'y a ni eau, ni électricité, juste un groupe de 8 gardes-côtes et un hôtel désert. Alors, ce que nous appelons la déchetterie n'a absolument rien à voir avec une déchetterie que l'on peut trouver en France. À 1 kilomètre de la plage, la maigre végétation a été arrachée sur 1 hectare, ce qui fait office de déchetterie à ciel ouvert. Évidemment, ici, il n'y a aucun recyclage. Toutes les bouteilles que nous avons ramassées et ce cadavre de bateau seront encore là dans 3 siècles. Nous ne pensons pas que nous avons vainement déplacé un problème. Nettoyer les plages, découper ce bateau, déjà, c'est un exemple que nous proposons de suivre. C'est une préservation de l'environnement que nous essayons d'éveiller. De plus, nous sommes convaincus qu'il vaut mieux que tous ces déchets soient rassemblés dans un même endroit, plutôt qu'éparpillés partout, en risquant de retourner dans la mer. Le temps de s'occuper de l'épave, la grosse houle est en train de passer. Puis le cyclone va s'évacuer vers l'Amérique centrale, puis le Pacifique. Voici sa trajectoire finale, sur 3 semaines, un trajet de 20 000 km du jamais vu. Les gardes-côtes d'ici ont acheté ce bateau maison pour se faire un pied-à-terre sur l'île de Herradura. C'est ici, à 20 km de leur campement qui est ici. Avec les profils de PVC, ils ont refait tout l'intérieur. Ils ont même prévu un coin WC et douche. Le problème, c'est que le bateau est ici depuis 2 ans et qu'il faut le sortir du sable. À 5 gardes-côtes et Cameron, ils vont déplacer des mètres cubes de sable pendant 3 jours. Avec l'aide du tracteur, on finit de décoller la coque et, lors d'une marée haute, on essaye de le mettre à l'eau. Ça fait 1 mois et demi que nous sommes à Tortuga. Le 15 août, nous ne devrons pas être loin du Panama pour la haute saison cyclonique. Nous partons donc pour Herradura.
Herradura, c'est extraordinaire. C'est un lagon semi-circulaire, une île de sable posée sur un récif corallien. À l'extrême nord-ouest, il y a un phare et une piscine naturelle. Regardez bien le phare. Il y a un truc qui n'est pas normal. Alors, le phare, vous avez trouvé son problème? Son problème, c'est qu'il se prend pour la tour de Pise. Il penche de 2,4 degrés à cause de fondations enfoncées dans du sable mou. Ça, c'est la piscine naturelle, avec une eau à 30 degrés. Et ça, ce sont des cairns. Il y en a partout dans le pays. N'ont aucune signification, c'est juste une mode. Nous faisons la connaissance d'Eduardo, le gardien, et de son chiot, Canelo. Étant donné qu'il n'a rien sur son île déserte, nous lui offrons le plus précieux des trésors, 100 litres d'eau potable. Du coup, il nous fait cadeau de 2 énormes poissons perroquets. Ah, c'est beau et simple la vie au Venezuela. Allez, c'est parti pour l'archipel des Roques, mais je vous en parlerai dans le prochain film.